Guten Morgen allerseits. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés. J'ai le plaisir de vous accueillir et vous diriger à travers les prochaines 20 minutes. Je vais vous parler, comme je l'ai déjà dit, de Corona à l'hôpital de Lille et notamment l'importance pour nous en termes de prévention euh, ainsi que des vaccins. Vous voyez ici June Almeida devant un microscope. Dans les années 60, elle a cherché, elle a essayé de comprendre pourquoi nous avons des symptômes de grippe, enfin de refroidissement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a essayé de le voir et ce qu'elle a trouvé, c'est ceci, des structures. Excusez-moi, l'image n'avance pas. Et voilà. Donc, elle a trouvé ceci sous son microscope. Vous savez probablement ce que c'est. Effectivement, il s'agit là d'un virus de corona, de Covid. On l'appelle corona à cause de cette couronne qui se forme autour du virus. On n'a pas voulu lui croire à l'époque lorsqu'elle a dit que c'était un nouveau virus. Elle a dit que c'était juste une grippe, mais c'est elle qui a étiqueté pour la toute première fois ce virus du corona. Ce sont donc des virus qui provoquent des symptômes de refroidissement et aujourd'hui, nous parlons du type qui a provoqué beaucoup plus de dégâts ces dernières 18 mois, SARS-CoV-2. On m'a demandé de parler de comment nous nous sommes préparés, ce qui s'est passé à l'hôpital de Lille, qu'est-ce qui s'est passé chez nous au courant de la pandémie et avant de démarrer, euh, le sujet de ce jour, c'est le savoir créer le courage. Mais il y a une année, on ne savait rien. On a vu ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé finalement chez nos voisins, en Italie, quelles étaient les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé dans les hôpitaux et nous ne savions absolument pas ce qui nous attendait. On a dû se préparer au pire. Et la grande question qui se posait, c'est comment pouvons-nous assurer avoir suffisamment de place pour tous nos patients? Comment créer des places supplémentaires? Comment assurer le personnel? Ça, c'était vraiment une question importante. Donc, on a lancé un comité pandémie avec une task force et les acteurs les plus importants de l'hôpital de Lille. On a dû prendre des décisions avec des conséquences étendues. On n'avait pas vraiment du savoir à notre disposition. Une question qui a surtout préoccupé nos médecins, les médecins de l'infectiologie et des soins intensifs, c'est que faire lorsque les patients arrivent à l'hôpital? Comment est-ce qu'on peut les soigner? Qu'avons-nous à disposition en termes de médicaments? Y a-t-il quoi que ce soit que nous pouvons administrer à ces personnes? Y a-t-il quelque chose d'efficace? Et c'est là où il y avait des questions vraiment intéressantes d'un point de vue scientifique, questions qui se perpétuent à travers cette dernière année. Maintenant, concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être été concernés par le Covid et ceux qui souffrent d'un immunodéficit, et la question de que pouvons-nous faire? Est-ce que le vaccin peut être sûr? Est-ce qu'il peut être administré avant, pendant ou après une chimiothérapie, etc. Comme je l'ai dit, il y a une année, on a essayé de se préparer, créer des places, une task force, essayer de prévoir les ressources. On a annulé des opérations dites non essentielles pour être prêt pour une vague de patients. Je vais vous montrer qu'on a eu de la chance parce que sur ce graphique ici, vous voyez le nombre des patients. La ligne en haut, c'est le nombre total d'hospitalisations pendant la pandémie. Donc, depuis l'année passée à aujourd'hui, nous avons eu de la chance lorsqu'on compare notre situation à celle de Genève, au Tessin ou à d'autres régions suisses. On a eu une petite première vague. Vous voyez ici que le Covid-19 nous a plutôt préoccupés au deuxième semestre de l'année, mais le bon côté des choses était vraiment dans le fait qu'on n'a jamais dû prendre des cas de triage en disant on a 2 patients, les 2 souffrent du Covid, les 2 ont besoin d'un lit aux soins intenses et on doit donner un lit à un des 2. On n'a jamais été dans cette situation. Il a fallu prendre ce type de décision en faveur ou en défaveur d'une personne. Ensuite, les chiffres qui concernent uniquement l'hôpital de Lille. Donc ici, notre test, le laboratoire qui effectue les tests, on a effectué plus de 70 000 tests. Jusqu'à présent, ce sont les chiffres approximatifs. On a eu un nombre de tests positifs de 6 500
dont un total de 1500 personnes ont nécessité une hospitalisation, donc dont 300 cas aux soins intensifs. Vous voyez ici en bleu clair en bas sur ce graphique les personnes ayant eu besoin de respirateurs. La grande question, y a-t-il une thérapie efficace contre le COVID-19? Il y a une année, on s'est trouvé dans une situation exceptionnelle parce que, tant que médecin, on a pour habitude de donner une thérapie lorsqu'on sait qu'ils sont efficaces. Mais là, dans le monde entier, on était dans une situation nouvelle. On devait trouver quels médicaments pouvaient être utilisés. On a essayé de se référer à d'autres atteintes virales où on connaît l'effet des médicaments. On a pris des cas par exemple de VIH. On a essayé d'utiliser les médicaments donc antiviraux utilisés dans ce cas-là et les adapter dans ces cas-là. On a essayé de voir ce qui se passait en laboratoire, voir si c'était efficace. On a eu un grand débat autour de la chloroquine, l'hydrochloroquine. Cela a provoqué beaucoup de débats. On a vu qu'au laboratoire, ça pouvait être efficace et se posait donc la question si ça marchait dans les cas réels aussi. On a dû beaucoup essayer des choses au début où on ne savait pas encore parce qu'on n'avait pas les données nécessaires. Et les données se sont cristallisées petit à petit au courant de l'année. On a effectué des études à grande échelle. Vous avez certainement entendu parler de l'étude Solidarity organisée par l'OMS, effectuée à large échelle dans le monde entier. Dans des grands centres, on a essayé de vérifier. Donc, on a eu les groupes de placebo et en parallèle, on a créé des groupes de patients qui reçoivent le vrai médicament et de suivre leur parcours. Est-ce qu'ils guérissent plus vite avec le médicament? Ou est-ce qu'il y a moins de décès et d'autres questions? Et lorsqu'on peut établir les liens, on fait une publication et ensuite, ce sont les sociétés des médecins, les sociétés scientifiques qui évaluent et adaptent les recommandations. Vous voyez ici ce graphique de données nationales, donc soutenu par l'Office fédéral pour la santé publique, qui nous a fourni ces données. Donc, on a regardé comment nos patients ont été soignés et là, on a des cas vraiment intéressants. À gauche, heu, des barres très élevées. Donc ici, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, donc qui a été utilisée souvent au début lors de la première vague et vous voyez lors de la deuxième vague, en fin de l'année passée, début de cette année, on ne voit plus du tout ces couleurs, mais on voit beaucoup en vert. En vert, c'est vraiment le seul médicament dont on dispose de bonnes études prouvant que cela baisse la mortalité en cas d'atteinte grave lorsque les patients ont besoin d'oxygène. C'est le dexaméthasone. C'est rien d'autre que que des corticoïdes et on a pu montrer que cela apporte réellement quelque chose. Et comme on le voit clairement, basé sur ce données, que c'est utilisé de plus en plus et à une échelle de plus en plus large. Qu'est-ce qui motive les médecins à prescrire un médicament qui fait ses preuves uniquement en laboratoire et qui n'a pas suffisamment de données basées sur l'évidence dans des cas réels? Et là, je voulais vous montrer un graphique intéressant. Ici, un sondage national qui a été effectué auprès de 52 hôpitaux, y compris tous les grands hôpitaux universités. On a posé la question de pourquoi on prescrit un médicament dont on ne sait pas exactement s'il est efficace. Et les 2 réponses les plus fréquemment données, c'est là où vous voyez le plus de vert, c'était vraiment ça. On ne savait pas vraiment si ça allait apporter quelque chose, mais on croit qu'il y a plus d'avantages potentiels que de dégâts potentiels. Et une autre raison, c'est qu'on s'est senti sous pression parce que des collègues prescrivent ce médicament ou parce que les familles ou les patients eux-mêmes mettent la pression pour recevoir quelque chose. Et maintenant, la grande question. Les patients oncologiques, quel est leur risque au milieu de cette pandémie? Et là, un graphisme que je trouve très intéressant, vous voyez à droite des atteintes de base et ici en bas, donc les atteintes oncologiques, malignancy en bas. Et là, on voit le chiffre 1 à 10. Et là, on peut dire le chiffre 1 signifie que le risque est comparable à celui du reste de la population et on voit que les atteintes oncologiques sont à presque
à ce chiffre 1. On sait que les patients oncologiques ont plus de risques pour une atteinte grave par le COVID, mais ce n'est pas extrême. Ce qui, par contre, est extrême dans les facteurs à risque, c'est l'âge. Ce n'est pas une grande nouveauté, ce que je vous dis ici. On le sait tous, c'est l'âge, le facteur à risque le plus important pour une atteinte grave en cas d'infection par le SARS-CoV-2. Mais je voulais vous montrer les chiffres parce qu'ils montrent vraiment que le fait qu'on souffre d'une atteinte oncologique ne nous amène pas à un autre point de départ que si on est obèse, âgé ou qu'on a une autre atteinte cardiovasculaire. Ici, une étude qui vient du Royaume-Uni avec environ 20 000 patients. Vous voyez ici les chiffres d'ailleurs de Berne. Donc là, on voit le nombre total des patients hospitalisés souffrant du COVID. Et lorsque on regarde les comorbidités, on voit ici encore une fois que le risque réside dans le fait, dans cette barre, la deuxième de gauche, donc l'hypertension, ensuite les atteintes cardiovasculaires et lorsqu'on parle d'oncologie, on reste dans un taux moindre. C'est vraiment pour vous montrer que c'est la situation et qui est tout à fait représentative de la nôtre aussi. Maintenant, la question de comment est-ce que les patients oncologiques peuvent se protéger contre le COVID-19? La réponse est relativement simple, comme toutes les autres réponses données. Le facteur le plus important sont les mesures non pharmaceutiques. C'est prêché depuis plus d'une année, donc je ne vous annonce rien de nouveau. Mais on a l'évidence, on a les données qui nous conforment toujours et encore que c'est ce qui est utile. Nous savons que le virus est propagé par des particules respiratoires et plus on garde les distances avec une autre personne qui pourrait propager le virus, plus cela amoindrit le risque parce qu'on n'inspire pas le même air et on n'inspire donc pas ces particules potentiellement porteurs de virus. Donc, garder les distances continue à être le facteur qui protège le mieux. La question des masques, il y a une année, on débattait du type de masque, s'il fallait des masques, etc. Je ne vais pas aller plus loin, autre que de vous dire que lorsque deux personnes sont en face, les deux souffrent du COVID, en souffrir. On sait qu'il y a des symptomatiques, on a des situations asymptomatiques où on peut être infecté, positif, sans avoir de symptômes, mais on est pourtant très contagieux. Mais si on porte un masque et votre vis-à-vis en porte également un, on peut dire qu'on a une réduction de risque pour l'infection du vis-à-vis qui est de plus de 70%. Ce n'est pas une protection à 100%, mais c'est une réduction du risque significatif. L'hygiène des mains, évidemment, désinfecter, laver avec du savon, les deux se valent. Quelques mots au sujet du vaccin. Quel est l'objectif du vaccin? Que visons-nous avec ce vaccin? Est-ce que le vaccin est efficace? Est-ce que le vaccin est sûr? C'est une grande question, beaucoup débattue dans les médias. Je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails, mais je vais attendre vos questions. Et finalement, quel est le meilleur moment pour recevoir le vaccin? J'en parlerai de manière générale et ensuite spécifiquement pour les personnes en situation immunodéprimée. L'objectif du vaccin est très clair, c'est l'immunité, une immunité globale. L'objectif serait que le virus ne peut pas continuer sa pandémie comme il le fait jusqu'à présent. Le but, c'est qu'on soit tous en bonne santé et qu'on puisse vivre notre quotidien. Donc, le but consiste à contrôler la pandémie. Plus de personnes sont vaccinées, plus on a d'immunité. Et les gens peuvent tomber moins gravement du COVID et en décéder. Pour l'individu, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? Que faisons-nous avec le vaccin? En administrant un vaccin, nous faisons une imitation de la vraie infection, de l'infection naturelle. Vous voyez les deux images, à gauche et à droite, similaires au premier coup d'œil. Seulement, à gauche, vous avez une grande montagne. Là, c'est l'infection. L'infection tangible, mesurable. Ici, le premier moment donc, de l'infection par SARS-CoV-2.
Cette infection déclenche une réponse immunitaire. Vous voyez des cercles, donc ce sont les cellules, les anticorps qui sont formés après le contact avec le virus. A lieu. Et lorsqu'il y a un deuxième contact avec le virus, notre armée intérieure peut être mobilisée de manière immédiate, attraper ce virus et cela fait en sorte à ce que nous ne tombons plus malades. Avec le vaccin, nous faisons une simulation de cette première infection. On prétend qu'on est tombé malade. On n'en tombe pas malade puisqu'il s'agit d'un vaccin, mais on a le même réflexe de protection si on devait tomber malade, enfin être atteinte une deuxième fois. Ici, une photo que j'avais envie de partager. C'est une image que nous voyons aussi des fois devant nos centres de vaccination. Ici, une photo qui date des années 50, 60. Là, c'était la campagne mondiale contre le poliomyélitis. L'histoire se répète. L'objectif consiste à pouvoir combattre des maladies et idéalement même les éradiquer. Quelques faits concernant l'utilité, enfin l'efficacité du vaccin. Et là, j'aimerais juste dire un mot avant que la course au développement du vaccin contre le Covid a été démarrée. On a essayé de réfléchir aux mesures qui permettent l'administration d'un vaccin. Et là, le FDA, l'organe responsable aux États-Unis pour l'autorisation de médicaments, avait édicté la règle des 50% d'activité. Je vais vous montrer qu'avec les vaccins actuellement disponibles du mRNA, Moderna et Pfizer-BioNTech se trouvent à un degré d'efficacité qui dépasse largement ce chiffre initial. Nous voyons ici les chiffres. Après un vaccin avec l'un ou l'autre des deux vaccins, on arrive à une efficacité de 95%, ce qui est exceptionnel. Les graphiques en bas montrent ce qui se passe avec deux groupes de personnes lorsque le premier groupe est vacciné et le deuxième ne l'est pas. Il s'agit ici des études effectuées avant l'autorisation des vaccins. Vous voyez les deux cas. Ici, les cas COVID mesurés dans la durée auprès de ceux, donc le groupe placebo qui n'a pas reçu de vaccin et celui où le seuil reste identique, il reste en bas. Donc, cela montre une excellente efficacité de nos vaccins. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que 85% d'efficacité signifie que lorsque 100 000 personnes sont vaccinées, on n'a pas 1000 personnes qui tombent malades, mais 50. Et c'est tout à fait pertinent lorsqu'il s'agit de baisser le nombre de malades, d'atteintes graves et de maintenir les capacités des hôpitaux. Ce n'est pas juste le cas dans les études d'autorisation, on a pu le voir dans le monde réel. Tout le monde a entendu parler du cas d'Israël où ils ont agi très rapidement pour vacciner un maximum de la population. On a pu montrer exactement la même chose. La protection était à 94% d'une infection symptomatique avec le COVID-19. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de ces graphiques, mais vous voyez également plus de cas entre les groupes placebo et les groupes vaccinés. Est-ce que le vaccin est sûr? Je ne vais pas parler de chaque chiffre ici, mais vous voyez ici la liste des deux vaccins, donc première dose, deuxième administration. Nous parlons ici d'effets secondaires tels que des rougeurs, des irritations, des douleurs, un petit peu de fièvre, un peu mal à la tête. Nous savons que la deuxième administration provoque plus d'effets secondaires, mais lorsqu'on regarde quels sont ces effets secondaires, on peut affirmer qu'ils sont tout à fait gérables, qu'ils sont même bons parce que cela nous montre que le système immunitaire travaille, qu'il fait quelque chose avec ces vaccins. Et au moment où on commence à le sentir, il y a donc un processus qui fait en sorte à ce que nous montons cette réponse immunitaire. On a parlé de risque d'anaphylaxie et j'aimerais le mettre dans la bonne relation. On a un risque d'anaphylaxie avec les deux vaccins que nous administrons en Suisse d'environ 1 à 1 million. À la comparaison, la pénicilline, donc un antibiotique
qu'on consomme à bas seuil dans le quotidien, le risque est de 1 à 10 000. Et lorsque on donne un produit de contraste, notamment avant un MRI, IRM, pardon, de 1 à 1000. Donc ces vaccins sont extrêmement sûrs. Ici, un bras COVID. Cela fait partie des effets secondaires possibles, mais cela nous montre qu'on a un bon système immunitaire, quelque chose se passe dans le corps. Cette marque va disparaître et ne provoquera pas d'autres problèmes ou conséquences. Quelques chiffres du centre de vaccination de l'hôpital de Lille. Nous avons vacciné un grand nombre de personnes et avons eu qu'un seul effet adverse, une petite réaction où la personne a pu rentrer une demi-heure plus tard. Et je peux vous le montrer qu'en cas de personnes immunosupprimées, 800 vaccins ont été donnés, donc la moitié avec les 2 doses, et il n'y a pas eu un seul événement adverse. Donc, on part du principe que ce vaccin ne représente aucun risque. Quel est le meilleur moment pour les personnes immunosupprimées d'être vaccinées? Comme je l'ai dit, le bénéfice est nettement plus élevé que le risque potentiel. En rapport à une chimiothérapie, on peut affirmer que ce n'est pas important. Idéalement, faites-vous vacciner avant, au moment où le système immunitaire est encore en meilleur état, mais il n'y a pas de contre-indication par rapport au moment autour de la chimiothérapie. Cela dépend quelque peu de votre atteinte de base. Dans le cas individuel, je vous propose de discuter avec votre oncologue, mais il n'y a pas de situation où il ne faut pas vacciner. L'autre question, c'est est-ce que cela peut être efficace au moment donné? Et ce qui continue à s'appliquer, c'est les nouvelles règles édictées la semaine passée. Lorsque des personnes immunosupprimées, des patients de cancer ont déjà eu le COVID, devraient être vaccinés quand même avec les 2 doses et on peut le faire 3 mois après l'atteinte, après la maladie. Avant-dernier point, très important, si vous avez des proches autour de vous, demandez-leur de se faire vacciner également. Parce que si vous êtes immunosupprimé, on ne connaît pas exactement la qualité de votre réponse immunitaire et les proches de personnes immunosupprimées ont une priorité. Donc, inscrivez-vous et demandez à ce que vos proches s'inscrivent également si ce n'est pas déjà le cas. Si vous cherchez des informations supplémentaires, j'ai mis quelques liens ici, là où vous pouvez répondre aux questions ou trouver des réponses à vos questions si je ne l'ai pas encore fait ou si on n'a pas le temps maintenant. Merci de votre attention. Chères participantes et chers participants, aujourd'hui, je souhaiterais vous donner le point de vue d'une experte en soins et en santé en oncologie et je voudrais vous dire comment nous avons vécu le coronavirus dans le domaine de l'oncologie. Je travaille dans l'oncologie, département des adultes de l'hôpital de Lille et j'ai préparé cet exposé ensemble avec une collègue travaillant dans la médecine interne car il y avait un service spécialisé dans le domaine du coronavirus et que cette collègue a eu beaucoup d'expérience en la matière. Quel est le contenu de mon exposé? Tout d'abord, je voulais vous montrer les aspects généraux, quelle a été la première vague, quelle a été la deuxième vague et quelles ont été les spécificités de ces vagues. Ensuite, je souhaiterais vous présenter les mesures de sécurité de l'hôpital de Lille, comment est-ce qu'on se protège contre une infection du coronavirus. Ensuite, je voulais voir avec vous qu'est-ce que là, une infection Covid signifie pour nous qui travaillons dans le service de l'oncologie et quels sont les défis à relever lorsqu'il faut prendre en charge des patients souffrant de cancer. On peut résumer la première vague qui s'est déroulée en printemps 2020 de la manière suivante. Pendant cette première vague, on n'a pas eu tant de cas de coronavirus en oncologie. On s'attendait à des chiffres plus élevés et il faut dire qu'on avait peur qu'on allait avoir plus de chiffres. Nous avons toutes ces photos terribles de Bergame, de la France, de l'Angleterre. Et quand on a vu toutes ces photos, on se dit, bon Dieu, à quoi faut-il s'attendre? Il fallait s'attendre à un nombre beaucoup plus élevé, alors que ce n'était pas le cas. Lorsque des patients d'oncologie
ont été transférés chez nous pour faire une thérapie. On leur a administré leur thérapie comme d'habitude. Si au cours de cette thérapie, ces patients ont été testés positifs, ils sont restés chez nous et nous les avons soignés. Nous avons appliqué toutes les directives d'hygiène et de santé que nous avons ici à l'hôpital de Lille. On avait des patients et des patientes qui ont contracté le virus du coronavirus, mais qui n'étaient pas prévus pour faire une thérapie chez nous. Ces patients-là ont été soignés en médecine interne à la station consacrée au coronavirus. Toute somme faite, je peux vous dire qu'en printemps 2020, nous n'avons pas été particulièrement été influencés par le coronavirus. Il fallait reporter quelques opérations en soins intenses, mais chez nous, dans le domaine de l'oncologie, on était très peu concernés. On avait pratiquement le même nombre de patients et d'opérations que dans une situation normale. On s'est également posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans le service de l'oncologie, nous avons peu de patients qui ont contracté le coronavirus. Moi, je pense qu'une des raisons, c'est que nos patients de l'oncologie ont beaucoup d'expérience avec toutes les mesures d'hygiène et de sécurité, parce que dans leur quotidien normal, même une période sans pandémie, il faut que ces personnes se protègent sans cesse. Et ces personnes ont beaucoup d'expérience avec les distances à respecter, ne pas serrer les mains, ne pas se donner les mains. Nous les informer, on leur recommande d'éviter les foules de personnes. Donc, je pense que ces personnes sont de toute manière très, très prudentes et connaissent toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. Ensuite est venue la deuxième vague, la vague d'automne et d'hiver. Et nous, au service de l'oncologie, on avait beaucoup plus de patients aussi qui ont contracté le coronavirus, beaucoup plus que pendant la première vague. Mais l'avantage a été que pendant cette première vague, nous avons pu faire beaucoup d'expériences à l'hôpital de Lille et nous étions bien informés, on savait à quoi il faut faire attention lorsqu'on s'occupe de patients souffrant du coronavirus. Une fois que les patients sont déployés, en règle générale, ils reçoivent toujours une petite fiche d'information avec des questions de screening à propos du coronavirus. Nous les informons que lorsqu'ils souffrent de symptômes qui devraient se manifester en amont déjà pour voir s'il y a une possibilité de reporter peut-être la thérapie jusqu'à ce qu'on ait le résultat du test pour savoir si le patient est positif ou négatif. Est-ce qu'on peut peut-être organiser une visioconférence avec l'oncologue aussi pour éviter des contacts? Donc, il est très important de faire ce screening et d'avoir le feedback des patients. Si le patient se sent malade, avant de venir à l'hôpital pour la thérapie, il faut à tout prix prendre des mesures. Lorsqu'il y a soupçon, les patients restent dans le service ambulatoire de Covid et on va les tester. Et lorsque les patients sont hospitalisés et qu'ils font une fièvre, le test Covid peut se faire à la station, donc à l'hôpital aussi. Et quelles sont les évolutions de la maladie qu'on a connues pendant le Covid-19? Toutes sommes faites. Nous avons toujours 4 ou 5 patients que nous avons occupés chez nous qui avaient contracté le coronavirus et nous avions des patients du service de l'oncologie qui ont heureusement eu des symptômes très, très modestes seulement, comme une légère fièvre. Mais on avait également des patients qui souffraient de symptômes graves qui ont dû être transférés au service des soins intensifs et malheureusement, nous avions des patients qui sont décédés aussi. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a lu dans la presse et à ce qu'on a vu dans d'autres hôpitaux. Toutes sommes faites, je peux quand même vous dire que tout le personnel soignant dans le service de l'oncologie connaît bien les règles de santé et d'hygiène parce que il fallait toujours pratiquer et appliquer ces règles. Ou bien parce que nos patients se trouvent en état d'aplasie, situation où le système immunitaire est affaibli à cause des thérapies et où ces patients doivent se protéger contre les germes, ou bien parce que nos patients ont eux-mêmes des germes et qu'il faut protéger les autres patients.
Il faut savoir qu'il y a des germes qui n'ont aucun effet nocif auprès d'un sujet sain. Par contre, des personnes avec un système immunitaire affaibli sont menacées par ces germes, alors que ces germes sont inoffensifs pour des personnes en bonne santé. C'est pourquoi il est très important que nous, le personnel, on respecte minutieusement toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Donc, l'utilisation des produits désinfectants, se laver les mains, porter le masque, pour nous, courant, c'est le courant normal. Maintenant, je voulais encore vous expliquer très rapidement quelles sont les mesures de précaution prises par l'hôpital de ville pour protéger les patients contre le COVID-19. Partout à l'hôpital de ville, il y a l'obligation de porter le masque, partout sur tout le territoire de l'hôpital de ville. Lorsque les patients viennent en thérapie de manière ambulatoire, ces patients et le personnel ou les personnes qui les accompagnent doivent également porter le masque pendant toute la durée qu'ils sont à l'hôpital. En- Dans le centre de santé, les patients hospitalisés portent les masques lorsqu'on travaille directement avec le patient, donc on est près du patient. Si nous le soignons, par exemple, si nous l'examinons, il doit toujours porter le masque, comme par exemple une inspection de la bouche ou lorsqu'on apporte à manger. On dit que dès qu'on ne peut plus respecter la distance de sécurité, le patient doit porter le masque. Ça vaut également pour les visiteurs et le visiteur et le patient doivent porter le masque. Des patients qui sont dans une chambre avec plusieurs patients doivent porter le masque une fois qu'ils quittent le lit et qu'ils se déplacent dans la chambre. Et ils doivent également porter le masque lorsqu'ils quittent leur chambre. Bon, il faut savoir qu'il y a des situations où si on ne porte pas de masque, lorsque, par exemple, ils ne tolèrent pas les masques, on essaye de trouver des alternatives. Des patients en détresse respiratoire ou des patients qui font des apnées, des personnes qui ont des troubles d'angoisse ou qui sont confus, qui souffrent de confusion pour ces patients-là, ou alors pour les patients souffrant d'essoufflement, c'est très, très difficile de porter un masque et là, on trouve des alternatives. Il est indispensable de respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité. La désinfection des mains en fait partie. Et une question congé de patients. Des patients hospitalisés, pour l'instant, n'ont pas le droit de partir en congé. Il y a quelques exceptions, mais il faut bien justifier pourquoi c'est vraiment nécessaire que le patient quitte l'hôpital. Si jamais le patient a le droit de quitter l'hôpital alors qu'il est hospitalisé, il y a des règles très, très strictes. Une des règles, c'est que personne dans la famille où retourne le patient ne doit souffrir du coronavirus ou bien être en quarantaine, parce que sinon le risque est trop élevé. Nous avons des règles très strictes pour les visiteurs à l'hôpital de ville. Nous avons des règles générales. On peut donc dire que tous les visiteurs et toutes les personnes d'accompagnement qui vont entrer dans l'hôpital de ville doivent porter le masque et doivent toujours bien se laver les mains. Tous les patients et toutes les patientes ont le droit de voir une personne l'après-midi pendant 1 heure. Les masques en tissu sont interdits. Et à l'entrée de l'hôpital de ville, nous avons ce qu'on appelle les stations d'hygiène. On peut se désinfecter les mains et on peut se procurer un masque chirurgical. Les visiteurs qui souffrent de symptômes quelconques n'ont pas le droit de venir à l'hôpital. Après une infection des voies respiratoires, ces patients ne peuvent pas venir. Lorsque les patients se trouvent en quarantaine, ils n'ont pas non plus le droit de venir. Les personnes qui se sont infectées avec le coronavirus, ces patients n'ont pas le droit de recevoir des visiteurs, sauf ces personnes se trouvent dans un état critique, c'est-à-dire sauf si personne risque de mourir très bientôt. Ça, c'est une exception. Quelle est la signification d'une infection coronavirus pour nos patients en oncologie? Comment se portent les patients souffrant du COVID-19? Souvent, c'est des personnes qui font de fortes fièvres, qui souffrent d'une détresse respiratoire, d'un essoufflement, qui toussent, qui ont besoin d'oxygène pour lutter contre cette détresse respiratoire. Et souvent, ils sont très, très affaiblis. Il faut les soutenir partout, lorsqu'on soigne le corps ou bien lorsque ces personnes doivent manger ou se lever.
s'asseoir parce que ces personnes sont très, très affaiblies et ont vraiment besoin d'un soutien de notre part. Nous soignons nos patients dans une chambre d'un ou de deux patients en oncologie. Et pendant la deuxième phase, nous avons toujours séparé les unités de notre station. Tous les patients positifs se trouvaient dans une partie du service, alors que ceux qui n'étaient pas infectés se trouvaient dans l'autre partie. La raison en a été qu'on a voulu à tout prix éviter le transfert d'infection vers d'autres patients. Cela signifie que les patients ont été pris en charge par un nombre limité de personnel soignant parce qu'on voulait à tout prix éviter la propagation du virus. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'état général du patient se dégrade? Il est transféré aux soins intensifs et aux soins intensifs, ces patients n'avaient plus le droit de recevoir des visiteurs. On a essayé de se débrouiller avec WhatsApp ou avec Zoom pour que ces patients puissent quand même rester en contact avec leurs proches. Et comme dit auparavant déjà, des maladies critiques, des patients se trouvant dans un état critique, voire des personnes qui allaient bientôt mourir pouvaient recevoir des visiteurs pendant plus d'une heure aussi parce qu'on a vu combien c'est important pour le patient qui va bientôt mourir. Ou bien s'il y a des proches qui voulaient apporter à manger aux patients ou bien des vêtements aux patients à ce moment-là, nous avons demandé aux patients de nous remettre ces vêtements et ces repas et ensuite on a apporté ça à nos patients. Le sentiment de solitude, d'angoisse et de préoccupation, ça a été un sentiment très, très fréquent parce que les patients ont été isolés et le patient, beaucoup de patients avaient envie de discuter avec nous. Nous avons essayé de beaucoup parler à ces patients qui se trouvaient seuls. Il était très, très important de voir très rapidement avec le patient quelle thérapie il souhaitait avoir. Car il faut savoir que les patients souffrant d'un cancer avancé qui contractent ensuite le Covid-19 ne souhaitent pas forcément avoir recours à un respirateur aux soins intensifs. Donc, il faut bien comprendre ce que veut le patient et ce qui est judicieux pour le patient grièvement malade. Quels sont les défis du coronavirus pour nous personnels? Comme dit, tout au début, on avait un très fort sentiment d'insécurité aussi. On avait beaucoup peur parce que nous avons vu ces terribles images et photos de tous ces pays qui étaient complètement débordés, où le personnel soin était au bout du rouleau, n'en pouvait plus. Et la question qu'on s'est toujours posée, comment pouvons-nous suffisamment bien protéger nos patients? Comment pouvons-nous maîtriser de telles situations? Et est-ce qu'une telle chose peut se produire en Suisse aussi? Nous avions moins peur qu'on allait contracter le virus, nous, mais on avait très, très peur d'infecter nos pauvres patients. Et comme dit, depuis le printemps 2020, le personnel porte toujours le masque pendant toute la durée du travail et si nous avons affaire à des patients souffrant du Covid, nous portons également des gants, une blouse de protection et des lunettes de protection. On essaye de limiter la fluctuation du personnel et de toujours séparer les personnels de soins responsables des personnes infectées, euh, des experts en soins responsables des patients qui ne souffraient pas du coronavirus. Pendant la deuxième vague, il y a eu beaucoup de personnel qui s'est infecté ou qui avait quelqu'un à la maison qui était infecté, des personnes qui ont dû se rendre en quarantaine. Nous avions la possibilité de soumettre une demande spéciale pour les collaborateurs sans symptômes en quarantaine qui pouvaient venir au travail et se rendre en quarantaine après. Nous avions également le problème de collaborateurs, collaboratrices souffrant du long Covid, par exemple, des collaborateurs qui développaient une fatigue extrême, qui avaient des problèmes pulmonaires, qui ont dû rester à la maison très, très longtemps, alors que la maladie n'était pas très grave. Et puis, il faut savoir aussi que les contacts personnels, y compris pendant les heures de travail, étaient très, très limités. Il fallait faire la pause avec une ou deux personnes seulement. On a pu très peu négocier, discuter avec nos collègues, ce qui était parfois difficile parce qu'on n'a pas pu soutenir les collègues
Nous, entre expertes en soins, entre infirmières, on n'a pas pu se soutenir. Nous aussi, nous avons des proches qui font partie du groupe de risque et on s'est souvent posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer si je m'occupe des patients souffrant du coronavirus? Est-ce que je vais peut-être affecter ma famille à la maison, la personne qui vit avec moi, qui fait partie d'un groupe à risque? Et qu'est-ce que je fais? Peut-être ma maman, mon papa se trouvent en home. Est-ce que mes parents sont menacés à cause du travail que je fais? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de préoccupations personnelles et d'angoisses personnelles. Mais ce qui est clair pour nous et ce qui a toujours été clair, c'est que vis-à-vis de la population normale, entre guillemets, nous avons quand même des privilèges dans cette ère du coronavirus, car on a toujours pu travailler. Nous avons plutôt plus de travail que moins de travail. On n'était pas obligé de traîner à la maison sans rien faire et sans rien gagner. Nous avions nous avions des contacts personnels jour après jour grâce aux collègues, aux proches, aux patients. Donc, nous avons pu euh, garder cette structure dans notre quotidien, une structure qui fait défaut à beaucoup de personnes. Nous avons touché notre salaire mois après mois. On n'a jamais eu cette angoisse existentielle dont souffrent beaucoup d'autres personnes pour l'instant. Et il faut dire aussi que nous sommes un groupe privilégié en termes de vaccination aussi. Nous, on est vaccinés de manière prioritaire pour vous protéger, mais en même temps, nous constatons que cette vaccination, c'est quand même un privilège aussi pour nous. C'est sûr que souvent, la charge de travail est lourde, mais qu'en même temps, on est très privilégié. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie beaucoup de votre attention. Une question pour Madame Birer. Respecter les distances, c'est une bonne chose, mais comment est-ce que je peux respecter les distances à la maison? Comment est-ce que je peux me comporter à la maison? Est-ce qu'il y a le risque de contagion de mes proches, de mes enfants, de mon conjoint? Je pense que à la maison, il faut peser les pour et les contre, il faut relativiser. On sait très bien qu'une isolation totale ferait un risque quasi zéro et plus on est près les uns des autres, plus le risque augmente. C'est comme ça. Et je pense que c'est une chose qu'il faut régler au sein de la famille. Il faut décider comment on souhaite vivre en famille. C'est une question qu'il faut se poser. Mais c'est sûr, lorsqu'on habite dans un seul appartement, dans une seule maison, le risque est élevé qu'on va y avoir cette contagion, qu'on va se contagier. Essayez de trouver une espèce de normalité sans avoir trop peur dans votre quotidien. Ce qui est toujours tout à fait pertinent de bien faire attention aux mesures d'hygiène et de sécurité et faites attention aussi à ne pas être trop près, et là je parle vraiment de distance géographique des personnes qui ont une thérapie immunosuppressive. Donc la fête de famille, il faut peut-être plutôt la reporter, pas demander à la grande famille de venir. Qu'en est-il en été? Est-ce que le risque diminue en été? Est-ce que c'est peut-être moins risqué d'avoir une fête de famille dans le jardin où on peut respecter les distances et où on est à l'extérieur? C'est clair. Un des grands risques, et on a pu voir ça à plusieurs reprises, c'est que des salles fermées, mal aérées sont un facteur de risque supplémentaire. Des salles où se trouvent des personnes contaminées qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont contaminés, mais qui émettent un grand nombre de particules à risque lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils chantent, qu'un séjour dans un tel local le risque augmente si vous vous y trouvez. Si vous vous trouvez à l'extérieur, en plein air, il n'y a pas justement ce risque d'aérosol, de condensation de particules. Donc, le risque est nettement inférieur lorsque vous êtes en plein air. Et si vous souhaitez vous retrouver en grand groupe, il faut le faire à l'extérieur. Ça correspond d'ailleurs aux nouvelles règles de l'OFSP. En dehors des locaux fermés, on peut se retrouver dans un groupe plus important. Néanmoins, nous recommandons toujours aux personnes de garder les distances si c'est possible. Très bien. Et puis une question pour Suzanne. Suzanne, tu as dit que pour des personnes grièvement malades, pour des personnes qui risquent de mourir, des exceptions sont toujours possibles. Est-ce que c'est comme ça? Oui, oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Toujours en accord avec le médecin traitant
Puis, il faut voir si quelqu'un est vraiment dans un état de santé déplorable, si cette personne va bientôt mourir, on va essayer de trouver des exceptions pour que les visiteurs puissent venir pendant plus longtemps. Parce qu'on se dit, là, à nouveau, c'est une question de juger les pour et les contre, une question d'estimation. Il s'agit des aspects humains aussi, parce qu'on voudrait quand même bien accompagner ces personnes qui vont bientôt mourir. Nous instruisons ensuite les proches, on leur dit comment ils doivent se comporter. Malheureusement, ils doivent porter la tenue de protection, le masque, etc. Mais le contact est quand même là. Et à notre avis, c'est extrêmement important pour les personnes malades. Est-ce que parfois les proches peuvent même passer la nuit à l'hôpital lorsque l'état de la santé du patient est critique? Oui, on a eu en effet des proches qui sont restés là pendant la nuit aussi. Je trouve ça très important. Il ne faut pas avoir peur. Nous essayons de tout faire et je pense que tu l'as très, très bien montré dans mon exposé, Suzanne. Nous essayons de trouver des règles très humaines, très individuelles. On n'a pas un concept trop rigide. On reste humaine dans tout ce qu'on fait et on essaye vraiment de prendre en compte la situation individuelle. Moi, ce qui m'a vraiment fait peur, c'était ces photos que j'ai souvent vues dans les journaux et à la télé, où j'ai vu que des personnes sont mortes isolées, seules, que personne n'avait le droit de les rejoindre. À l'hôpital de ville, ça n'a jamais été comme ça. On a toujours eu la règle que les personnes qui vont très bientôt décéder, ou alors des personnes qui viennent d'avoir un enfant, ou bien des enfants à l'hôpital ont toujours pu avoir des visiteurs. J'ai jamais pu comprendre pourquoi, combien tant de personnes ont dû mourir mortes, isolées. Commentaire très important, Suzanne. Et puis une dernière question qui m'intéresse. On lit souvent dans les journaux que le personnel de soins souffre de burn-out, que le personnel de soins est au bout du rouleau. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Tu as évoqué également les privilèges et les avantages qu'ont tous les soignants. Bon, j'ai pas vraiment l'impression de faire un burn-out à cause du Covid, mais je pense que les situations varient beaucoup. Si je vois ce qui se passe ailleurs, dans les homes, par exemple, le ZOMS, ou si je vois des photos d'autres pays où les gens mais sont vraiment à la limite du possible, c'est sûr qu'ils vont faire un burn-out. Tout le personnel soignant, tout le personnel médical, en effet, ailleurs, risque de faire un burn-out. Mais chez nous, c'est pas vraiment une menace.